salut les lecteurs, salut les lectrices. Je vous en prie, courez pour votre vie. Oui, run for your life. Pourquoi? Parce que Run, il est là, ça tombe super bien. Oh, 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 oh. Salut Run, bienvenue à toi dans le Strip Track. J'ai l'impression d'être mort là, c'est normal? On dirait qu'on est au paradis là, non? On y est presque. Ouais. Blanc pur pour du noir Moutafoukaz, puisque c'est l'objet de ce Strip Track. Et qui dit Strip Track dit notre petit spécialiste à nous qu'on a et qu'on chérit, Monsieur Christophe. Salutations Christophe, mon chéri. Tu vas bien? Ouais. C'est mon chéri qui te gêne. Ouais. Moutafoukaz, mesdames et messieurs, ça c'est l'intégrale. On va avoir le temps de disséquer l'œuvre avant de disséquer l'artiste. Oula. Oui, ne t'inquiète pas, je vous le mets ici en déporté. Moutafoukaz, c'est plusieurs bandes dessinées et en l'occurrence, Moutafoukaz a une actualité un petit peu de fou puisque ça arrive sur nos écrans, nos grands écrans, en animation 2D. Alors tu m'as dit, bon, il y avait un petit peu de 3D, mais c'est quand même du 2D. C'est un rendu 2D. C'est un rendu 2D, ça a été voulu à l'ancienne. Et ça sort le 23 mai. 23 mai, ouais. Enfin. Ouais, parce que j'imagine que pour toi, ça a été un pèlerinage. Au bout de 8 ans de taf. T'es au bout du bout, ça y est, tu vas le voir sur les grands écrans. On va donner la parole à Christophe, histoire de pitcher un petit peu l'univers et l'histoire. On rentrera dans les détails, bien évidemment. Nous sommes en live avec nos abonnés, avec ceux qui nous suivent sur Strip Track et sur Facebook. Il y aura donc peut-être des questions. Et puis sinon, si vous le voyez en vidéo à la demande, il y aura des questions, mais on ne pourra pas y répondre puisqu'on ne sera plus là. Du coup, Christophe. Alors, le pitch du comics, parce que donc après on parlera de l'animé. Donc le comics, c'est donc 5 tomes, paru entre 2006 et 2015, donc quand même pas mal d'années de travail. C'est 5 tomes, 600 et quelques pages de gros tomes qui nous racontent les histoires, les aventures, ou on va dire les problématiques de Vince et Angelo, enfin d'Angelo et Vince. Angelino. Moi je l'appelle Lino. Lino, ça passe aussi. Lino, ça passe bien. Ça se passe aux États-Unis. Donc Angelino et Vince qui sont deux ados, parce qu'on parle d'eux comme étant des ados. Des petits jeunes. Des petits jeunes. Angelino qui est un peu le personnage principal, qui est un garçon qui au départ a pas mal de galères. Vince et son copain, ils habitent ensemble. C'est une sorte de Ghost Rider miniature, parce qu'il a une tête de crâne et des flammes. Lui, Angelino, il a juste une tête ronde, noire, simple, basique. On le reconnaît très facilement par rapport à l'ensemble des personnages. Il n'y a un peu que lui qui est comme ça, tout à fait. Et effectivement, ce garçon va avoir un accident, il va avoir une petite commotion, et cette commotion va faire qu'il va voir des ombres différentes des personnes qui ont ces ombres-là. Ouais. Et à partir de ça, il y a poursuite, il y a complot, c'est le début des emmerdes, parce qu'effectivement, on va avoir toute une suite d'événements qui sont au départ assez incompréhensibles. On sait qu'effectivement, il va être poursuivi par des hommes en noir, par manifestement des hommes du gouvernement. On va avoir des super-héros catcheurs. Lucha libre. Voilà. On va avoir donc des gangs des rues. Ils vont croiser des gangs des rues qui au départ vont s'opposer entre eux, puis ensuite, effectivement, vont plutôt s'opposer au gouvernement. On va avoir des histoires d'émeutes. Enfin, vraiment, ça c'est une série qui a énormément de développement, y compris certains chapitres sur lesquels Angelino et Vince n'apparaissent même pas, puisqu'effectivement, même si on va dire le personnage principal central, c'est Angelino, une partie de l'histoire tourne autour de lui. Il n'est pas le seul et unique protagoniste et effectivement, même s'il n'est pas toujours là, ça tourne toujours autour de lui, mais ce qu'il va faire, sa présence ou son absence vont avoir des conséquences. Big Brother. Alors du coup, je rebondis sur plusieurs choses. Oui. Je ne sais pas s'il faut attaquer directement dans le gras. On a l'impression, alors comme tu le rappelais, c'est sorti déjà et vous les avez ici à l'écran avec les différents volumes. Excuse-moi, tiens Germain, je vais te les mettre un petit peu plus loin, comme ça on les verra plus. Est-ce que c'est parti en cacahuète dès le début pour toi ou est-ce que tu savais où tu allais dès le début aussi? En cacahuète, tu veux dire? Parce que, vas-y. C'est vrai que dans l'ensemble, il y a des histoires dans l'histoire. Oui. On n'est pas sur une narration linéaire. Déjà, graphiquement, on en reparlera après. Mais au départ, déjà dans le récit par lui-même, tu vas avoir des courses-poursuites, tu vas avoir des discussions entre les personnages, tu vas découvrir des éléments.
Et puis voilà, il y a, on va dire, deux grandes histoires. L'histoire de Vince et d'Angelino avec ce qui leur arrive et leur poursuite. Et puis tout ce qui est à côté, des histoires d'hommes en noir, de personnages qu'on ne sait pas d'où ils viennent au départ. Tout ce fameux complot autour des personnes qui ont des ombres un peu particulières. Donc tu as deux grandes aventures et avec plein des de chapitres. Je sais pas combien sur les 5 tomes, je ne sais pas combien de chapitres ça fait. Je sais même plus, je crois 20, 27, un truc comme ça. Ouais. Mais effectivement, j'entremêle la grande histoire avec le background et l'histoire individuelle d'Angelino. C'était déjà le premier angle d'attaque. Ensuite, c'est vrai que j'avais déjà le fil rouge d'entrée de jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mutafukaz, on va pas revenir sur le parcours tout de suite, à moins que, mais j'ai quand même bien galéré pour sortir le premier tome, ce qui fait que dès que je suis arrivé à faire ma BD, j'avais envie clairement de tout mettre. Il y a une espèce de un petit peu côté revanchard, cette espèce de mélange qui est ma culture, qui est mon ADN. J'avais envie d'entrée de jeu de tout mettre dedans. Voilà. Chez moi, il y aura ça et ça. C'est ça. Ça, c'est sur le premier tome. Et quand tu dis galérer, c'est-à-dire galérer à C'était le sur sortir ou c'était galérer à le dessiner, l'écrire, à le l'inventer. sortir, c'est-à-dire à D'accord, trouver important. un éditeur. Donc clairement, je vais te dire la vérité, je me disais que ça serait ma première et ma seule BD, donc je me suis dit autant tout mettre, tu vois. D'accord. Allez, bam. Ma vie, mon œuvre, mon testament. Exactement. Toutes les thématiques qui t'intéressaient, toutes les références auxquelles tu voulais faire référence. C'est ça. Mais ceci dit, c'était pas quelque chose, si tu veux, c'était quelque chose de vraiment intuitif. C'était pas réfléchi, pensé. C'était pas réfléchi particulièrement. C'est juste que voilà, ça fait partie de ma culture, ma culture pop. Ça fait partie de mon ADN depuis très longtemps. Depuis mon adolescence. Après, le pitch de Mutafukaz en lui-même, il n'est pas extrêmement original dans le sens où si tu prends juste le pitch, il s'agit d'un marginal qui voit des choses que les autres ne voient pas. Donc c'est un truc que tu retrouves régulièrement dans la science-fiction, que ce soit dans Les Envahisseurs avec David Vincent, que ce soit Invasion Los Angeles, où les mecs mettent des lunettes et tout à coup, le monde se révèle tel qu'il est en réalité et non pas tel qu'il le pense. Donc voilà, dans le pitch, on est sur ce genre de récit-là. Ensuite, dans la forme, effectivement, c'est très influence multiculturelle. C'est aussi comme ça que j'ai grandi. Moi, je suis un gamin aussi qui a grandi avec le Club Dorothée, avec les G.I. Joe, avec tout ça. La casquette n'est pas pour rien. Avec la BD franco-belge aussi. Pour la petite histoire, Angelino, aussi loin que je me souvienne, je pense que ça me vient des Schtroumpfs noirs. J'ai toujours été fasciné depuis gamin. C'est la première BD qu'on m'a... En fait, la première BD qu'on m'a offerte, c'était les Schtroumpfs olympiques, soit. Mais la deuxième BD qu'on m'a offerte, c'était les Schtroumpfs noirs. Parce que t'es pas sportif. Non, pardon. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais je voulais plus voir de Schtroumpfs bleus, moi, je voulais voir que des histoires de Schtroumpfs noirs. je les aimais beaucoup, tu vois. D'accord. L'aspect monstre, l'aspect Schtroumpf méchant. Zombie presque. Ouais, Schtroumpf méchant. C'est ça, Schtroumpf méchant. Yeux vénères, bien vénères dans l'attitude. C'est quelque chose qui me... Des gamins, je veux dire, j'avais quoi, 6-7 ans, parce que je voulais acheter des Schtroumpfs noirs, tu vois. Donc, bon, bref. Et je crois que ça me vient de là, en fait, le mec en noir. Le gimmick d'Angelino. Ok. Donc, voilà. Donc, si tu veux, un pitch relativement classique. Des influences très que tu voulais mélangées. Mettre tout dans ce premier album. Exactement. Pas dans le premier album, c'est dans l'ensemble dans la série. de la série. Voilà. Attends. Si. Je ne savais pas si on irait jusqu'au deuxième. C'est ça, tu ne savais pas si tu allais jusqu'au deuxième. Bien et donc, tu as voulu mettre beaucoup dans le premier. Ouais, dans le premier. De la scène d'exposition à l'établissement de pratiquement tous les protagonistes, parce qu'ils ils apparaissent quand même presque tous assez vite. Ouais, même si je prends quand même mon temps, parce que le tome 1, c'est juste un tome d'exposition. Finalement, quand tu regardes, il ne se passe pas énorme de choses. En vrai, le tome 1, il finissait où, pour savoir? Le tome 1 se termine sur quand ils sont sur l'autoroute, ils viennent de quitter le quartier de Palm Hill. Mais poursuivis par les hommes en noir. Donc on n'est pas encore arrivé dans les histoires de gangs. On est juste dans les questions, etc. on pose l'univers en fait. Oui, d'accord. Parce qu'effectivement, tu vas aborder, donc il y a plein de thématiques dans l'ensemble de la série. Tu vas aborder des aspects sociologiques avec les gangs des rues, les combats, etc. Tu vas aborder des histoires politiques aussi. Il y a une vision quand même de la société américaine. En fait, de la politique américaine, on parle des attentats, on parle de l'histoire du gouvernement, comment le gouvernement gère, on va dire, la population et la communication. Oui, tu joues un peu avec le diable, voilà. Alors on y reviendra aussi, mais joue avec le feu, voilà, on va dire ça de façon plus neutre pour l'instant, on joue un petit peu avec le feu sur l'information
sur la façon de driver l'autorité et l'ordre en ne disant pas tout parce que ça pourrait être pire si on disait tout ou quoi ou qu'est-ce, mais finalement il y a du lobby, il y a de l'influence. Enfin, ça va. Alors c'est pareil, tu pourrais dire, j'imagine que, enfin je sais pas comment toi tu l'as ressenti Christophe, que c'est classique, enfin, que actuellement maintenant c'est le genre de choses qui est traité de façon A, de façon B jusqu'à Z, mais on sent quand même que cette influence ou le message que tu as voulu faire passer, alors je ne sais pas si c'est une histoire de message, il t'appartient en propre. Alors écoute, j'en sais rien. Moi, j'ai pas forcément le recul sur mon propre travail. Ouais. Après, je sais que toute œuvre est politique, entre guillemets, dans le sens où c'est un auteur qui est derrière. Maintenant, moi, c'est pas non plus un discours à charge particulièrement sur les États-Unis, quoi. C'est juste une espèce de fantasmatique, effectivement inspiré du réel aussi. Hein, tu vois, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, l'élection de Donald Trump, jamais de la vie, j'aurais imaginé, même tu vois ça dans un scénario de Frank Miller, tu te dis, ouais, il pousse un peu le mec. Non mais sérieusement. C'est vrai. Eh ben non. Dans le tome, par assez. exemple, dans le tome 1, enfin dans le tome 2 de Moutafkaz, les principaux antagonistes émergents, c'est déjà la Syrie et la Corée du Nord. Je veux dire, dans le background. En 2006, on était juste en Irak, on n'entendait plus parler de la Corée du Nord et on n'entendait pas parler du tout de la Syrie. Donc, c'est des choses comme ça qui étaient un petit peu dans l'air du temps. Moi, je suis de ceux qui pensent que les idées sont dans l'air, tu vois. C'était les échos et voilà. C'est ça, ouais. Je veux dire, tu regardais C'est dans l'air à l'époque, excellente émission sur France 5. Les mecs, les spécialistes disaient, attention, en Syrie, ça a l'air tendu en ce moment. Et voilà. Et donc, moi, en tant qu'auteur, c'est un truc qui m'inspire. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est intéressant, pourquoi pas impliquer la Syrie dans justement la trame générale, tu vois. Et justement en termes de documentation, parce qu'effectivement ça se passe aux États-Unis, ça se passe dans les quartiers chauds, dans les quartiers lourds, tout ce qui est lié aux gangs, etc. Et c'est là, moi ça me fait penser aussi à une autre série dont on a fait un strip track avec Fall, qui est sorti aussi à la collection 619, The Grocery. On parle de tout ce qui est guerre des gangs, ou en tout cas vie dans les quartiers avec les gangs, etc. D'où est-ce que tu as sorti, enfin, sur quelle documentation tu t'es basé par rapport à tout ça? Sur un tas de trucs, je veux dire, moi c'est pareil, j'ai un peu grandi avec ça, même si au début c'était un peu compliqué parce que c'est très difficile d'aller à l'information. Moi, la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était à San Antonio, au Texas, et j'ai croisé un gang pour la première fois de ma vie. Jusqu'à présent, moi j'en avais entendu parler. Par exemple, en 92, pendant les émeutes de Los Angeles, je ne comprenais rien de ce qui se passait. J'étais ado, je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois, on entendait parler des réunions entre gangs, les Crips et les Bloods. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu te renseignes un peu, tu te rends compte que c'est des mecs qui se tirent dessus pour des couleurs. Tu n'y comprends rien parce que tu te dis, enfin, il n'y avait pas d'analyse en France. On nous expliquait pas le pourquoi du comment. Donc j'ai découvert ça comme ça de manière un peu, sur le coup, je veux dire, ridicule. Je trouvais ça extrêmement ridicule. Et d'en avoir croisé un vrai dans les rues de San Antonio. Les mecs, je veux dire, ils prenaient tout le trottoir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On change de trottoir. Finalement, ils se sont reculés, mais ils étaient tous de la même couleur, sauf les deux mecs à l'extrémité qui étaient habillés tout en noir, des molosses. Ouais. Ça m'a vraiment impressionné. Donc, pour la petite histoire, donc, ils se sont reculés, puis 50 mètres derrière, il y avait deux flics en vélo qui les suivaient discrètement. mais ça m'a impressionné, si tu veux. Ouais. Et ça a été mon premier vrai contact avec la réalité. C'est-à-dire que je sortais du côté fantasmatique télévisuel à une vraie réalité. C'est-à-dire, ces mecs-là existent. Et je m'y suis intéressé. J'ai commencé à découvrir toute une culture que j'ignorais complètement. Un système de graffiti, de tatouage, d'identification par la couleur. Un truc vraiment... très finalement profond dans la culture, hein. Je veux dire, après je parle pas des intentions, enfin je parle pas de, mais un truc vraiment une vraie culture de gang là pour le coup. Et puis ça m'a fasciné comme me fascine toute personne qui se radicalise finalement. C'est-à-dire que c'est pas que j'approuve ou quoi, hein, au contraire, mais je suis fasciné par le truc de ce jusqu'au boutisme, et je trouve que c'est extrêmement fictionnel pour un auteur, quoi. C'est-à-dire que il y a de la matière. Il y a de la matière. Puis si tu veux que ça parte en couille, c'est parfait, tu vois. Je veux dire, quelque part, c'est la famille. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est la famille dans le sens où dans Dark Mid City, la ville où évoluent Angelino, Vince et Willy, les trois protagonistes losers, c'est une ville qui est extrêmement segmentée, tous les trois non humains. C'est une ville qui est extrêmement segmentée par justement différents gangs. On va appeler ça des familles. D'un côté, il y a la famille des hommes en noir, il y a la famille des gangs afro, il y a la famille des latinos. Au sein des gangs afro, il y a déjà des gangs qui sont la guerre. Et en fait, c'était une manière d'isoler encore plus mes personnages principaux. Ouais. C'est-à-dire quand eux
à aucun moment tu peux te dire, ils peuvent aller chercher de l'aide là ou là ou là, parce que non, ils ressemblent à personne. Nulle part. Les mecs, les gangs, ils sont animés par une même volonté, des impératifs de territoire, des règles de conduite, des appartenances à une couleur, appartenance à une communauté. À une communauté ethnique ou même juste de couleur, ou même une motivation politique. Si, par exemple, les hommes noirs, on peut considérer que c'est une famille. Et eux, justement, je voulais les placer là-dedans, dans un monde extrêmement structuré, je veux dire, communautaire. Oui, c'est ça. Presque exclusif, en l'occurrence. C'est ça. Et eux, en fait, ils peuvent se rattacher à personne. Donc, c'était une manière de les isoler. Et pour les isoler davantage, il fallait leur trouver une forme complètement à part, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est très, très clair. Et je veux dire, même en termes de dessin pur, quand tu les vois, moi, il y a une règle tacite dans Mout Hafkaz, c'est qu'au plus les personnages sont dessinés de manière réaliste, au plus leurs proportions sont réalistes, au plus ils sont dangereux. Tu vois. D'accord. Au moins ils sont réalistes, au plus ils sont dans la loose. Donc c'était ça la règle, c'est la règle tacite de Mout Hafkaz. Et voilà, donc en gros, ces choix-là, c'était une manière de les isoler, et cette espèce d'exploitation des gangs, c'était une manière aussi de faire en sorte qu'on comprenne que tout ce système de communauté. De toute façon, je pense qu'il y a deux choses. On ne peut pas comprendre la société américaine si on ne comprend pas le Second Amendement et si on ne comprend pas les communautés aux États-Unis. Si tu ne fais pas partie d'une communauté aux États-Unis, mais même que ce soit effectivement religieux ou ethnique ou quoi que ce soit, un groupe, il faut que tu appartiennes à un groupe. T'es personne en fait. Il faut que tu appartiennes à un groupe. Ça, c'est un truc vraiment, c'est une des bases de la société américaine. Et ça, c'est vrai que nous, en tant que Français et même Européens, c'est un truc qu'on a un petit peu du mal à comprendre. D'où les questions justement un peu existentielles d'Angelino, puisqu'effectivement c'est le seul personnage quasiment qui se pose des questions d'où viens-je, d'où vais-je, d'où gère, voilà quoi. Oui, les autres ils savent très bien où ils vont, ils ont tous un but. Hein. Angelino, Vince et Willy, ils n'ont aucun but eux, par contre. Juste survivre. Ils essayent de survivre à leur quotidien. Ils essayent de survivre en enquillant les petits boulots. En protégeant quand même, alors en termes d'animal de compagnie, alors je tombe dessus, ça tombe bien, hein, c'était parce qu'ils ont choisi les cancrelats. Ouais, c'est peut-être même les cancrelats qui les ont choisis. Écoute, s'il y a bien une chose qui reste un tout petit peu énigmatique, c'est qui a choisi qui, pourquoi. Le pluriel est plutôt, c'est plutôt Angelino qu'ils apprécient parce que Vince, il n'est pas fan non plus. D'accord, mais il n'empêche que ce ne sera pas, on ne va pas spoiler non plus, mais ça ne sera pas anecdotique en l'occurrence. Et ça va très loin. Et s'il y a bien une chose qui reste un petit peu énigmatique, c'est le pourquoi. En tout cas, je n'ai pas lu le préquel, puisqu'on va parler un petit peu aussi du préquel, mais on ne sait pas ni de quand, ni d'où et ni de pourquoi cette relation forte entre les cancrelats, qui en plus sont des animaux qui résistent plutôt bien aux catastrophes. Enfin, ils ont un potentiel de survie assez fort, potentiel de survie qui sera d'ailleurs bien mis à l'épreuve pour amener Lino à survivre aussi. Donc, en l'occurrence, animal de compagnie assez particulier, et ils vont de loose en loose, ils perdent tout leur petit boulot. Malgré tout, ils s'en font presque pas trop non plus, tant qu'il y a un petit peu de pizza à bouffer, puis de regarder un petit peu la téloche. Tout va bien. Mais je reviens quand même à ce qu'on disait au début, ou en tout cas à la première question que je t'ai posée, c'est que tout ça finalement va trouver sa place dans l'histoire. Tout. Tout. Ah ouais. Sauf peut-être, et encore, puisque Vince, qui est un petit peu un espèce de faire-valoir, enfin je ne sais pas si c'est comme ça que toi tu l'avais vu, bien sûr, hein, le sidekick, mais qui en l'occurrence n'a pas grand-chose, à part le fait de cramer la tronche de quelqu'un qui s'approche trop près de lui par derrière. Ouais, c'est même pas volontaire. C'est même pas volontaire, hein, mais… il est parfois un peu héros malgré lui. Ouais. En l'occurrence, c'est le personnage qui te permet de déboucler certaines situations. Exactement. Et puis c'est l'espèce de côté rationnel, on va dire un petit peu plus terre à terre. Je pense que s'il n'y avait pas Vince, peut-être que Angelino serait vraiment parti en couille. Okay. Donc Vince, hein, c'est lui. Hein, là, on le voit en très gros et puis très fâché. Hein, mais c'est tête de mort avec des flammes. Le blondinet, comme certains l'appellent, parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris. En l'occurrence, oui, donc tout, y compris Vince, y compris les cancrelats, y compris les cafards, vont trouver place dans cette grande histoire, alors qu'on ne vous spoilera pas, hein, on est d'accord, avec les hommes en noir et avec cette agence gouvernementale un petit peu particulière. Il y a quand même une référence qui, moi, m'a sauté aux yeux tout au long.
je t'avais prévenu, hein, Christophe, je me la gardais. Vas-y. Il y a une bon sang et j'ai vu que… thématique même. Une thématique, oui. Et j'ai vu que, a priori, ça allait récurrent. En tout cas, des internautateurs qui nous regardent actuellement en live sur Facebook ont demandé si tu étais venu avec ta bille bleue. Hein? Il y a une thématique religieuse. Alors religieuse, je vais même aller plus loin, christique très très forte. Très très forte. Alors il y en a certaines qui se comprennent avec une espèce de protection. Il y a la Vierge Marie avec les Mexicanos et on se dit de toute façon c'est aussi un petit peu culturel. Mais Vierge Marie remplacer la muerte. Et puis il y a des… faudrait aller plus loin dans l'histoire, mais il y a des représentations. C'est pas la peine que j'en dise plus. Voilà, il suffit de regarder ça, et puis on est à la limite entre la Passion, la Pietà, Luna qui est un des personnages qui récupère Lino. T'Angelino là qui est en Christ. Hein, ouais, c'est clair. Bien sûr. Pardon Germain, voilà, il est là. Luna qui la récupère un petit peu sur le côté comme une Pietà et tout. Enfin, bref, mais même pour aller plus loin, un des lutteurs de lucha libre, Jesse Christ, qui, alors en l'occurrence c'est assez étonnant, on s'attend à ce que ce soit une sorte de sauveur, finalement ça va pas vraiment être lui le sauveur, et pourtant il est accoquiné avec un autre catcheur qui s'appelle El Diablo, et pourtant lui il va aller jusqu'au bout du bout, on rejoue presque l'apocalypse. Bref, je vous donne tout ce qu'on peut retrouver, et j'ai envie de dire, mais alors pourquoi tout ça? Est-ce que c'est… Alors, je ne veux pas non plus rentrer dans trop intime ou du Mireille Dumas, c'est pas ça du tout que je veux. Hein. Mais on le sent hyper clairement, ou alors c'est que moi j'y suis. C'est une thématique, c'est un sujet qui revient de façon récurrente dans l'ensemble. La salvation. Mais c'est le côté mythique en fait. Tu vois, c'est le côté mythique. Après, si la question c'est est-ce que c'est prosélyte? Non. La question non, mais tu sais quoi, mais je vais même te répondre, je suis pas croyant du tout. Ah oui, mais ça, tu vois, moi ça me surprend. Alors que je me dis, il y a un truc, il règle, pas forcément il règle des comptes avec la religion, mais il a considéré la religion comme un élément important. Il y a le côté terroriste, tu l'as dit tout à l'heure Christophe, et il y a le côté salvateur, aussi bien dans les gangs parce qu'ils y croient jusqu'au bout et que ça les sauve un petit peu, et puis en même temps le côté confiance qui finit par sauver. Et en même temps, le côté confiance qui finit par détruire. C'est-à-dire, putain, les luchas libres, il y a un moment, il y en a un, le tigre, il pète les plombs en disant mais on a fait tout ça pour vous sauver et puis vous en êtes là, quoi. Vous en êtes là, mais pourquoi est-ce qu'on vous a sauvé, bande d'humains de nazes, quoi. Enfin, et donc, du coup, la question se posait sur ce côté-là très fort dans Mutafukaz. Après, c'est vrai, moi, je vais te dire même un truc. Quand j'étais gamin, j'avais une aversion totale pour la religion. J'étais obligé d'aller à la messe, tu vois ce que je veux dire. On t'a forcé. On m'a forcé. C'est bien ce que je dis, il règle ses comptes. Et si tu veux, il y avait un truc, je vais te dire un truc, chaque fois que je rentrais dans l'église, j'avais un de ces mal de bide de folie, quoi. Et si tu veux, j'ai toujours fait une espèce de rejet absolu par rapport à ça. Et en allant aux États-Unis et en découvrant la culture Chicano. Oui, parce que c'est important, la culture Chicano. Absolument. Elle est dedans. Voilà. Absolument. Tu ne peux pas parler des Mexicains sans parler de la Exactement. Tu ne peux pas parler des Mexicains sans parler de la religion. Et par exemple, moi, là, tu vois, j'ai la Vierge de Guadalupe qui est tatouée sur mon avant-bras. Je le regardais tout à l'heure, je ne veux pas forcément faire effet. Puis il y a un espèce de Sacré-Cœur, entre guillemets. C'est la naissance de ma fille. Je trouve l'iconographie, alors si tu veux, au travers de mes voyages aux États-Unis et en découvrant la culture Chicano, j'ai redécouvert l'imagerie religieuse d'une autre façon, d'une manière très exotique. Et en plus, pour le coup, les Chicanos, ils font un mélange. Je veux dire, par exemple, la Santa Muerte, pour eux, c'est une figure religieuse, mais en vérité, il leur fallait une figure religieuse pour protéger les criminels, les dealers de drogue et les trucs comme ça. Ils ne pouvaient pas s'adresser à la Vierge Marie, ils ne pouvaient pas s'adresser à Jésus, ils ne pouvaient pas s'adresser au Niño Atocha. Ils se sont adressés à une nouvelle qu'ils ont inventée, pur jus, qui s'appelle la Santa Muerte, qui n'est pas reconnue d'ailleurs, qui n'est pas reconnue par le Vatican. On peut comprendre, mais voilà. Et du coup, je trouve, en redécouvrant ça, j'ai trouvé, j'ai pris conscience de la force qu'avait cette imagerie. Et c'est une imagerie qui est très forte. C'est plus l'aspect culturel qui t'intéresse que l'aspect religieux. C'est plutôt fondamental, c'est le côté iconique et mythique. Mythique, d'accord. C'est-à-dire que la Bible, c'est un truc qui a été écrit il y a 2000 ans. Enfin, il y a 2000 ans, tu vois. Donc, c'est un récit qui a 2000 ans. Si tu veux faire
Il y a des gens qui aiment bien faire des clins d'œil à des trucs qui ont à la pop culture qui est vieille de 5 ans. Moi, je trouvais ça plus costaud et dense de faire un clin d'œil à la pop culture, j'appelle ça, d'il y a 2000 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt ça. Tu vois, moi, le truc des cavaliers de l'Apocalypse, j'adore. Tu vois, j'adore. Tu comprends. C'est une grande histoire. Tu comprends rien au texte. Clairement, tu bites rien au texte. J'ai beau l'avoir lu dans tous les sens. Tu sais pas qui est en face. Tu comprends rien. C'est des dragons, c'est des sauterelles. Bon, bref. C'est de la mythologie. C'est la mythologie. Et en fait, ce qui m'intéresse surtout sur le côté biblique des choses, c'est la mythologie. Et que je le veuille ou non, ça fait partie de ma culture. Parce que je suis né en France, issu d'une culture judéo-chrétienne. L'histoire de l'art, moi j'en ai fait aux Beaux-Arts. C'est que ça pendant toute une partie. D'ailleurs, l'art en général, pendant toute une partie, c'est intriquement subventionné par l'Église. Donc fatalement, j'ai ça en moi, que je le veuille ou non, et ça ressort. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des tomes, j'avais envie de pousser le truc, parce que c'est une iconographie, ça fait 2000 ans qu'elle est là, et je la trouve puissante et efficace. Quoi. Alors elle est travaillée et intégrée à cette histoire, c'est toujours difficile. On a envie, pourtant, d'aller plus loin. Juste un truc, j'ai oublié de dire un truc important, parce que je parlais tout à l'heure de mon tatouage, et si je me suis fait tatouer ce truc-là, c'est pas tant pour le côté religieux, c'est que ce qui est génial dans l'histoire de la Vierge de Guadalupe, c'est que… Ouais, tu vois, tu sois, voilà, un tout petit peu, voilà. Ce qui est génial dans l'histoire de la Vierge de Guadalupe, en dehors de tout côté religieux, c'est qu'elle serait apparue, moi j'y crois pas une seconde, mais elle serait apparue à un Mexicain. Pour la première fois, habituellement, elle apparaissait toujours à des Caucasiens, et là, elle est apparue à un Mexicain. Et c'était à l'époque où les mecs se demandaient si les indigènes avaient une âme. Ah oui. Et à partir du moment où la Vierge est apparue à un Mexicain, ils se sont dit, mais la Vierge ne peut pas apparaître à un mec qui n'a pas d'âme. Donc il y a eu une controverse qui s'est appelée la controverse de Valladolid, en 1400 et des poussières, où il y a eu un grand concile, où ils se sont tous réunis en se disant, bien, si la Vierge est apparue à un Indien, un Mexicain, c'est que forcément ils ont une âme. À aucun moment ils se sont dit peut-être qu'ils pipotent. Sachant qu'il y avait un gros enjeu là-dessus, puisqu'effectivement, à cette époque, quand on parle des Mexicains, c'est plutôt des Indiens d'ailleurs. Ouais, c'était des Indiens. C'était les Amérindiens. C'était les Amérindiens. C'était les Amérindiens, et l'objectif était de ceux qui ne voulaient pas reconnaître l'âme des Amérindiens, c'était de les rendre esclaves. Et on ne pouvait pas traiter les Amérindiens comme on traitait les Africains. Exactement. Qui eux étaient clairement considérés comme officiellement n'ayant pas d'âme, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Et on pouvait faire la traite des Noirs, etc. Et la controverse de Valladolid, c'est finalement fini par le fait qu'on disait les Amérindiens ont une âme, donc on ne peut pas les rendre mettre en esclavage, donc on les a butés au final. Et par contre, les Noirs, on a confirmé qu'ils n'avaient pas d'âme, donc on pouvait continuer à… Mais tu vois l'ironie du truc. Tu vois l'ironie du truc, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils se sont dit, oui, mais peut-être qu'ils pipotent, tu vois. Ils se sont dit, c'est là où je trouve ça assez fascinant, la foi, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, ok, donc s'ils sont apparus, ils ont remis en cause tout leur système économique, juste pour un truc d'un mec qui avait peut-être pris trop de peyote. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais moi, c'est un truc qui clairement me fascine. Donc je sais que la Vierge de Guadalupe, elle est très 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 importante. Justement pour les Mexicains, on l'appelle la reine de toutes les Amériques, beaucoup je dis les Mexicains, mais c'est en général l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et je la trouve magnifique en fait, donc voilà. Donc elle apparaît dans Mutafukaz, et en plus, ces représentants, ces lucha libres, ces combattants, visiblement, on pourrait presque en faire un jeu de rôle en l'occurrence, parce que il s'avère que ces combattants de la lucha libre sont des protecteurs qui eux-mêmes sont au courant de bien des choses cachées. Et en attendant que la menace se dévoile un petit peu plus, ils font des combats, les combats qu'on connaît, d'où dérive un petit peu le catch, et se révéleront ensuite en cavalier sauveteur de l'Apocalypse. On ne va pas trop révéler l'histoire. Mais ce qui m'intéresse aussi dans Mutafukaz, c'est que je brouille les pistes. C'est-à-dire, le thème, si on peut tirer un thème, on pourrait dire que c'est le bien contre le mal. Mais finalement, qui est le bien et qui est le mal là-dedans? C'est pas vraiment, oui. Et puis d'ailleurs, en l'occurrence, jusqu'au bout du bout, le parti n'est pas pris. Non. Il y a juste des gens qui ont protégé les humains.
ou un groupe d'humains d'ailleurs dans Dark Mid City, qui a eu un effet positif puisque les gangs dont tu parlais tout à l'heure finissent par se rassembler tous sous une seule couleur, le vert, en disant attends là c'est nous qui sommes pris en otage, donc là stop, on fait tomber les barrières, on fait un seul et même gang, y compris avec l'armée d'ailleurs alors qu'ils se fritaient 2 minutes avant pour faire front contre un ennemi commun. Jusqu'à ce que la menace étant passée. Ne spoil pas trop. Non, je spoil pas. Mais, et donc, oui, en l'occurrence, malgré tout, les choses. Enfin, ça va faire évoluer la situation, clairement, tout au long de l'intrigue. Mais en fait, quand je me. Mais ce n'est pas tranché. On ne dit pas c'est des gentils et des méchants, même si en l'occurrence. Le méchant, il a quand même une bonne tête de méchant. Il y a quelques mais... Je ne sais pas si tu vois duquel je parle, celui qui a la tête Mr. de... K voilà, il a quand même... Là, tu lui fais un délit de... D'accord, bon, alors un délit de gueule. Non, mais tu as raison, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est ce que j'ai... En fait, si tu veux, quand j'écris Moutafoukaz, je me mets à la place de tous les personnages. C'est-à-dire, j'essaye pas de les juger. J'essaye même... Je trouve que des fois, dans certaines BD ou dans certaines séries, certains films, j'ai l'impression que des fois les gens jugent vraiment leurs personnages et je trouve ça presque méprisant. Et d'une certaine manière, moi quand j'écris par exemple Mr. K, je me mets à 300% à sa place. Il est où en premier, juste que je voulais Mr. K, il est au début. Ouais, tu vas le voir ici. Je me mets à 300% à sa place, je me mets à la place de tous les personnages. C'est-à-dire que moi quand j'écris Bruce Maccabée, je me mets à sa place, je le comprends à fond, je sais pourquoi il veut buter Angelino et... Oui. Tu lui donnes des enjeux. Alors, quand tu dis que tu brouilles les pistes, tu ne brouilles pas les pistes que par le scénario, tu le brouilles aussi graphiquement. Ouais. Puisqu'effectivement, chaque chapitre, on va dire, est sur une couleur et un style graphique c'est vrai qu'il y a des changements différents. On l'a vu, vous l'avez vu en... Il y a du comics, il y a de l'aquarelle, il y a du manga. Donc comment est-ce que tous ces choix se sont réalisés? Tu vois, voilà, parfois il y a des fausses pubs, parfois il y a simplement des choix de couleurs, du noir et blanc pur, il y a un peu de tout. Du trait rouge, du pourtour noir, du pourtour blanc. Pourquoi d'abord? Pourquoi? Alors, j'évite, j'espère que tu l'as ressenti, que ce soit gratuit. J'essaye toujours de faire en sorte que ce soit cohérent par rapport à ce que je raconte. Par exemple, dans le tome 1 de Moutafoukaz, le moment où on passe en noir et blanc et rouge, c'est vraiment le tournant, c'est vraiment un tournant dans l'histoire. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de doute possible, les mecs sont bien pris en chasse, on passe d'un côté... On passe du côté exposition, on va dire tranquille et réaliste, à une espèce d'urgence. À ce moment-là, ils sont dans l'urgence, ils sont dans le noir, blanc et le rouge pour la violence. Et là, voilà, il y a une vraie rupture graphique, mais il y a aussi une rupture dans l'histoire, dans la continuité de l'histoire. Donc, j'essaye toujours de faire en sorte que ces choix graphiques soient constitutifs du récit, de ma narration. Et c'est une manière, déjà moi, en tant qu'auteur, je me fais plaisir, mais c'est une manière aussi de renforcer le récit, et voilà, tout simplement. Et donc, tu l'as fait avec du sens. Voilà. Ouais. Mais globalement, l'histoire, l'histoire dans sa continuité, elle est voilà. Bon là, il se trouve que c'est un passage spécial. Tu pouvais le faire, mais sans avoir de telles différences, parce que c'est vrai qu'on a vraiment des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Moi, je me suis dit, t'as une énorme palette. Alors, c'est quoi? C'est le plaisir graphique du dessinateur. Je t'avoue, j'ai pas ce recul. C'est vrai que moi, je suis tellement dedans que je prends pas forcément conscience d'être à ce point divers, variés. Pour moi, c'est dans une continuité. Alors, c'est peut-être aussi le fait que moi, je l'ai découvert avec l'intégrale. Donc, il n'y a peut-être pas… Le temps, tu vois, n'est pas étiré. C'est 9 ans. C'est vrai que alors que c'est 9 ans quand même. Déjà, il y a ça. Déjà, il y a le style qui a évolué, certainement. Et en plus, dans les tomes, il y a une rupture par tome seulement. Donc forcément, quand tu as un condensé… Tu prends cette rupture beaucoup plus… Il n'y a qu'une rupture. Ah oui, il y a deux styles par tome. C'est ça. Il y a l'histoire normale et il y a à un moment donné une rupture graphique par tome, en général de 16 pages. Donc là, effectivement, si tu as lu le truc au travers de l'intégrale… Oui, tu n'as pas encore ce même ressenti non plus. Et je viens de voir que dans les tomes, il y a des éléments contextuels, des photos, etc., qu'on ne retrouve pas
tout le temps tout. On ne retrouve pas tout dans l'intégrale. J'ai pas mis les bonus dans l'intégrale. Ça donne envie du coup d'acheter l'intégrale plus les en tout cas, pour avoir. Moi, ça fait partie des choses dont je suis fan aussi parce que justement, tu as l'impression de rentrer tu creuses un peu plus. Tu vois, avec ça. C'est quoi? C'est des dossiers que tu as fait C'est des dossiers que j'ai fait. Par exemple, là, on vient de parler de la Guadeloupe. Voilà, j'en parle un peu. C'est une manière d'accompagner justement. De remettre dans le contexte. De remettre dans le contexte, d'expliquer aussi un petit peu le pourquoi du comment. Voilà. Si j'ai pas mis les bonus dans l'intégrale, c'est tout simplement je voulais rester focus sur l'histoire. Et numéro 2, je voulais pas non plus léser les old-timers, ceux qui avaient acheté les tomes. D'accord. Leur laisser une exclusivité quelque part. Tout à fait, pas de souci. Moutafoukaz, là on vient d'en parler un peu en long, en large et en travers sur ses influences, sur sa construction, le temps que ça a pris. Il y a un tome 0, un préquel, c'est ça, qui est arrivé quand? Qui est arrivé après le tome 2 et d'ailleurs il se lit après le tome 2. Il se lit entre le tome 2 et le tome 3 si on veut bien faire les choses. J'ai raté. C'est pas grave. Merde. Mais si tu veux, ça arrivait à un moment où, si tu veux, moi quand j'écris Moutafoukaz, j'ai tout. C'est-à-dire de l'époque de 1880 jusqu'à la fin de Moutafoukaz, je sais plus ou moins ce qui s'est passé. Ah, ça y est, nous avons atteint le point Godwin directement. À fond. Et, il est abordé, les nazis sont abordés en 2007. En 2007, il y a Toth, le directeur créatif d'Ankama, qui m'a proposé de lancer la série Wakfu. Donc pendant 6 mois, je me suis retrouvé à bosser sur la série Wakfu. Et moi, j'étais embêté parce qu'il fallait absolument que je continue mon tome 3. Entre-temps, j'étais tombé sur ce gars qui s'appelle Bicargo, qui avait un style extrêmement rétro, qui n'était pas dans l'air du temps, fatalement. Et moi, je trouvais ça super intéressant. Et je lui ai dit, mec, là, j'ai 6 mois, tu vois, 6 mois sur lesquels je ne peux pas bosser sur Moutafoukaz, pendant lesquels je ne peux pas bosser. Est-ce que tu as envie avec moi de faire un préquel, vu que ton style se prêterait, toujours dans un souci de cohérence, se prêterait à merveille à un préquel qui se passerait dans les années 40-50? Parce que c'est clairement… Qui sont les aventures des super-héros catcheurs. On raconte un petit peu, on va dire… Ce qui est un peu évoqué dans le tome 1 ou 2 dans le tome 2. Puisqu'on raconte un tout petit peu l'histoire d'où viennent les machos. Les machos. C'était aussi les lutteurs. Voilà, les lutteurs. Disons qu'on apprend que les machos sont là depuis bien plus longtemps. Bien plus longtemps que ça, oui, tout à fait. Et là, c'était le moyen pour moi justement de creuser un petit peu plus le passé, en utilisant le style Bicargo qui est très reconnaissable et très classique, old school. Et puis en faisant moi quelques pages aussi, parce que j'avais envie de me faire plaisir, quoi. Donc voilà, c'est en fait cette petite interruption de la production des albums pour travailler sur Wakfu m'a permis de faire ce préquel que j'aurais peut-être même jamais fait. En réalité, c'est pas déjà un manque de temps aussi, parce que bon, voilà, faire Moutafoukaz, déjà, ça t'a pris quand même un paquet d'années. En plus du numéro 0, après, il y a aussi un spin-off qui a été fait aussi, j'ai plus le nom là. Alors il y a eu deux spin-offs. Il y a eu un premier spin-off qui est arrivé entre le tome 2 et le tome 3, encore une fois, qui s'appelle Metamuta, qui est une espèce de… J'ai déjà du mal à dire Métafloukaz. Moutafoukaz. Voilà, Métaflic. Donc là, c'est comment Moutamuta. Metamuta. Qui est un truc vraiment perché là pour le coup, que j'avais fait avec Jérémy L'Absolu, qui est un artiste sans concession. Pour le coup, il est très 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 dans son truc, et moi j'adore vraiment ce qu'il fait. Et du coup, on a décidé de faire une espèce de near-death experience, une expérience de vie, de mort imminente, on appelle ça. Un petit peu comme ici. Bienvenue. Et c'était prétexte à une relecture de Moutafoukaz. Donc ça, on va dire, on peut appeler, je ne sais pas vraiment si c'est un spin-off ou une espèce de tome 2 alternatif. Bon bref. Tome 2 bis. Ouais. Et ensuite, effectivement, il y a le spin-off, un vrai spin-off costaud officiel qui s'appelle Puttamadre, que j'avais décidé de faire à la sortie du tome 5 de Moutafoukaz, déjà. D'accord. Et le bruit court, donc, ça y est, on en est au nouveau spin-off Exactement. sortirait pour 2019. En plus, il est bien renseigné. Ça m'énerve. Exactement. Et je vais même vous dire plus. Il y a un arc 2 qui est prévu aussi, que je suis en train de… Donc la suite. La suite de Moutafoukaz, 5 ans après les événements. Oh pétard. Ça c'est quand?
Ça, j'en sais rien. Faut que dessus. je vois. Je suis dessus. Je suis dessus quand je peux. T'es Parce dessus qu'entre le label 619, la sortie du film, Alors justement, c'est un truc. on y est. costaud. Là, c'est pareil. Ça t'a pris X années, mais le film sort en salle. Ouais. En Il y a France, déjà- parce qu'il est sorti oui, il est déjà déjà en sorti. Allemagne et en Angleterre. Alors pas encore. En fait, ils ont attendu. Ils se sont dit, on va. Ils attendent. d'accord. En fait, il va sortir en France dans un premier temps. Ouais. Là, le 23 mai. Ouais. Et il va sortir en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en octobre. D'accord. Pas Le quelques- 12 octobre, je crois. Tu nous as amené quelques images. Hein, on a le droit. Bien sûr. Enfin, de toute façon, tu t'en fous, c'est toi qui es chef. Non, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire. Germain, si jamais tu peux nous envoyer quelques images de l'animation, de l'animé, du dessin animé, Moutafoukaz. J'ai failli remettre un L. Germain, c'est quand tu veux. Magnéto Germain. Voilà. Vas-y, mets-le en grand parce que je vois pas. On a le son. On a le son. Ça, c'est quand t'es. Ça, c'était. Pas sûr qu'il y ait Ah du non, son. non, non, si, c'est bon, impec. Donc ça, c'est des images du film. En Ouais. fait, là, c'est un petit making-of que j'avais fait, juste pour montrer comment j'ai procédé pour enregistrer, parce que pour avoir des ambiances les plus authentiques possibles de la ville de Dark Mid City, qui est ni plus ni moins qu'un Los Angeles Ouais. sous fantasme de la violence, je suis allé enregistrer en fait chaque quartier que tu vois dans le film est inspiré d'un véritable quartier de Los Angeles, et je suis allé prendre les ambiances de manière à être le plus authentique et crédible possible. Alors, je sais, il me semble qu'on va les. Bah oui, voilà, ça y est, c'est la Tu vois, il y a même le rat mort. Et il y avait, là, vous n'avez pas les odeurs, mais il y avait les je peux vous odeurs. dire que c'était costaud. Et comment est-ce que on raconte une histoire en 90 minutes, je crois qu'il fait 1h30, Mhm. d'une 600 histoire pages. qui en fait 584. T'as réécrit? On fait des choix. Ouais, c'est ça. On fait beaucoup de choix. C'est vraiment une synthèse de l'ensemble de la série. C'est une relecture. D'accord. Les deux projets cohabitent. Si tu veux, le film, c'est une des versions possibles de ce qu'est Moutafoukaz. Moi, il y a plein de versions de Moutafoukaz qui cohabitent dans ma tête, tu vois. Donc, Toi aussi, t'es plusieurs. Ouais, toi aussi. D'accord, il n'y a que le meilleur qui est là aujourd'hui. N'essaye pas. Ouais. Et en vérité, il y a plusieurs versions qui cohabitent. Et le film, c'est une des versions possibles, une adaptation possible de ce qu'est Moutafoukaz. Tu as pu la faire toi-même, choisir toi-même, faire tes choix, tes coupes, etc. Ouais, alors il y a deux choses. La première, c'est qu'au début, j'étais pas censé participer autant, ni dans l'écriture, ni dans la réal, et encore moins dans la post-prod. Mais il se trouve que la bande dessinée ne suffisait pas, parce que dans la bande dessinée, il y a ce qu'on voit dans les cases, mais il y a aussi tout ce qui est en dehors des cases et que les gens ne sont pas censés savoir. Parce que tout simplement, moi, de l'univers de Moutafoukaz, même si c'est sur 600 pages, j'en raconte peut-être 30% ou 40% de ce que je t'as sais, dans la tête. de ce que j'ai dans la tête. Donc Ça ensuite, sent, quand t'as- on pourrait faire un bon jeu de rôle. Je te l'ai dit Mais tout à l'heure. ce qui passe pour un livre, puisqu'effectivement, on laisse l'imagination au lecteur. Et chercher entre les Ah bon pages. Bah ouais, mais c'est ce qui m'intéresse aussi. Des fois, j'aime pas toujours donner les réponses, parce que des fois, elles sont décevantes, tout simplement. Mais c'est plus compliqué pour le cinéma. Pour le cinéma, ouais, il faut tout simplement faire des choix. Et on a des images de là où tu travailles avec Avec le studio 4C, le studio. Donc c'est le studio qui a fait l'animation qui a fait l'animation, 2D. qui a fabriqué les images. D'accord. Et donc, comment toi, t'es venu au projet un peu plus… Un peu plus loin que ce qui était prévu au départ. C'est ce que tu Exactement. Alors, si tu veux, la manière dont dis. ça Je t'ai s'est coupé, passé, Christophe, excuse-moi. la manière dont ça s'est passé, c'est que Anthony Roux, toujours lui, le directeur créatif d'Ankama, Ouais. a ouvert une structure au TOT. Japon qui s'appelait Ankama Japan, TOT exactement. Et ce faisant, il a rencontré tous les acteurs de la scène de la Japanimation, notamment le studio 4C. Moi je dis 4C, il y a l'école 4 degrés et il y a l'école 4C. Bon. Et quand il a présenté Ankama, il a présenté nos BD, elle, quand elle a vu Moutafoukaz, elle a dit nous, ça serait plus proche de notre ADN, ça serait plus proche des références de nos équipes. Et si on devait faire une collaboration, on serait peut-être intéressé par ce projet en particulier. Donc Todd est revenu, m'a dit écoute, Studio 4C serait chaud pour faire une animation du film. Alors moi j'étais loin de tout ça. C'est-à-dire moi j'étais seulement en train d'attaquer mon tome 3 en me disant je pense que je vais pas avoir assez de ce tome-là pour finir. Tu vois. T'as eu raison, hein, il y en a confirmé, encore de là. Et du coup, il se trouve que Todd, la première fois qu'il a vu Moutafoukaz, il m'a direct parlé d'Amer Béton. Le film n'était pas encore sorti, mais la bande dessinée. Ouais. Et quand le film est sorti la même année que la sortie du tome 2, il m'a dit si Pardon. un jour on devait faire une anime de Moutafoukaz, il faudrait que ça soit avec cette team-là. Tu vois, moi je dis bah ouais, c'est vrai que ça serait super, tu vois. Ça serait super aussi d'aller visiter la Lune. Tu vois, voilà. Donc
Mais lui, il est resté sur cette idée. Et quand il a rencontré Studio 4C et qu'elle a dit qu'ils étaient plutôt dans ce genre de veine et d'univers, il a dit, est-ce que Nishimi-san et Kimura-san sont disponibles? Elle a dit, ça tombe bien, ils sont juste disponibles là maintenant. Donc en gros, c'était maintenant ou jamais. Donc moi, quand il m'a appelé, je t'avoue que j'ai une espèce de vortex, exactement l'inverse de votre décor. Ouais. Vortex noir, où je me suis dit, attends, c'est pas prévu là. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Todd qui me dit, de toute façon, t'as bientôt fini ou t'as fait... Ah non, mais en fait, je t'avais pas encore dit. Je me suis dit, on peut pas refuser un truc comme ça. Tu peux pas refuser un truc comme ça, c'est impossible. Donc j'ai dit, ok, on y va. Et de toute façon, Todd m'a rassuré en disant, t'inquiète pas, de toute façon, il y a un mec qui va adapter, ils vont réaliser, de temps en temps, tu iras checker. C'est nos sous-sailles. C'est clé en main, tu vois. Et en vérité, c'était pas clé en main parce que l'univers, il faut vraiment le comprendre, il faut le sentir de l'intérieur. Et les tentatives d'adaptation, on sentait que ça n'allait pas aller. D'accord. Donc à un moment, Todd m'a dit, écoute, je pense qu'il faut que ce soit toi qui l'écrives. Et il faut que tu participes au truc. Ça, c'était quelle année ça déjà? 2009. Et en plus, il fallait que tu écrives 2009. Il fallait que tu conclues l'histoire. Mais je savais où j'allais de toute façon. Mais comme j'avais un peu digressé dans différents tomes, je me disais, ouais, mais là, j'ai peut-être un peu trop digressé là. Donc voilà, après c'est toujours intéressant parce que ça permet d'étoffer un peu le background. Et d'ailleurs, ce que j'ai apprécié aussi, c'était de faire, là je digresse encore une fois, mais Puta Madre, j'ai apprécié parce que là, pour le coup, c'est exactement l'inverse de Mutafukaz, c'est-à-dire je me concentre sur un personnage, ce que j'aime beaucoup faire aussi. Mais tu peux ne le faire que si le background est déjà posé. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc tu es arrivé pour écrire l'adaptation, mais après tu es quand même passé. Enfin, oui, au bout d'un moment tu es arrivé à écrire l'adaptation, et après tu es quand même allé jusqu'à la co-réalisation. C'était obligé, parce qu'en fait, quand la pré-prod a commencé, il fallait cadrer les choses, mais en mode verrouillage total, quoi. Donc. C'est-à-dire le storyboard, qu'est-ce que ça raconte, et en plus avec la barrière de la langue, la barrière culturelle, donc ça m'a aussi permis de moi-même résumer et comprendre ce que j'étais en train de faire, prendre du recul sur mon truc et dire en fait je crois que c'est plus ou moins ça que je raconte, et c'est un exercice intéressant en plus, tu es obligé de sortir de ton truc pour raconter finalement ce que tu racontes, en sortir vraiment, être concis, efficace et te faire comprendre de l'équipe japonaise. Et c'est là où je me suis rendu compte que oui, c'était pas si facile de maîtriser l'univers, bien que je lis de temps en temps dans des articles le mot footrack. Pour moi, c'est pas, enfin tu vois, après c'est toujours une histoire de point de vue, mais pour moi c'est pas footrack, dans le sens où ça fait partie de ma culture et je trouve que tout est cohérent. Ouais, en tout cas, pour avoir lu la totale, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi, tout finit par trouver sa place. En fait, c'est ça, ça finit par. Tout finit par trouver sa place, sa raison d'être. Alors oui, effectivement, il faut peut-être… Mais ils n'avaient que 3 tomes. Ils n'avaient que 3 tomes. C'est pour ça, je veux bien l'entendre. 8 ans, pratiquement 8 ans. Quasi 8 ans. Cité 2009 et là, ça arrive. Le choix a été, on en a parlé, il va y avoir sur Trick Track un interview de Todd. Ça a été aussi choisi et porté l'animation 2D, alors qu'on est plutôt passé en 3D, on peut le dire comme ça. Pas toujours, parce que beaucoup de réalisateurs européens en animation sont francophones. Il faut quand même trouver les salles pour le diffuser après. Quand le gars en face te dit ouais mais non mais le dessin animé maintenant c'est du 3D pour que ça puisse… Non mais soyons clairs, c'est pour ça, s'il n'y avait pas eu Ankama, il n'y avait pas de film, il n'y avait juste pas de film. C'est-à-dire que dans un circuit classique pour faire un film, tu commences déjà à trouver le producteur, ensuite tu commences à trouver les chaînes, les machins, les partenaires et tout. Là, on savait ce qu'on faisait. Todd voulait bosser avec Studio 4C, on est parti en gros la fleur au fusil. C'est-à-dire, donc tu avais la production mais tu n'avais pas de diffuseur, distributeur. Personne. Ça ne se fait jamais comme ça. D'ailleurs, ne refaites jamais comme ça. Alors, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce que si personne met de billes derrière, il n'y a personne qui pousse. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Deuxièmement, encore une fois, si ça n'avait pas été fait comme ça, il n'y aurait pas eu de film. Parce que, comme tu dis, la 2D, tout le monde nous aurait dit ouais, mais la 2D aujourd'hui c'est risqué, machin. Moi, j'ai eu affaire à un moment donné, parce qu'il y a eu des producteurs qui sont greffés sur le projet
et ça n'a pas forcément marché. Bon, il se trouve que c'était pas pour Moutafoukaz en particulier, c'était pour Dofus, mais du coup, les mecs, les mecs m'expliquaient par A plus B qu'on pouvait pas mettre une tête comme ça au cinéma, que Vince pouvait pas avoir sa tête enflammée, ou alors s'il avait sa tête enflammée, il fallait que le public la mérite, que Willy, ça pouvait pas être une chauve-souris parce qu'il fallait que ça soit un gamin normal, parce que sinon personne n'allait s'identifier à ces gars-là. Exactement tout l'inverse de ce que moi je ressens. C'est-à-dire que pour moi, on s'y identifie justement parce qu'ils sont en marge du reste. Moi, perso, je ne m'identifie pas aux gangsters, je ne m'identifie pas à Mr. K ni à Bruce McAvey. Je m'identifie à tous ces gens, à ces trois gars qui sont complètement paumés là-dedans. Donc, et là, tu étais face à des interlocuteurs qui parlent uniquement bankable ou pas. La fin ne peut pas être comme ça. Ça s'explique, hein, ça se comprend. Tu vois, la fin ne peut pas être comme ça parce que si la fin est comme ça, ça ne va pas pour X raisons. Donc je me disais, mais ouais, en même temps, tout à l'heure, bon, je ne veux pas spoiler ou quoi, mais tout à l'heure, on discutait un petit peu du côté mythologique et biblique. Je veux dire, dans la Bible, Jésus, il ne casse pas la croix et il ne casse pas la gueule aux Romains, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est une victoire malgré tout. Donc, et c'était un discours, on ne pouvait pas se comprendre. Donc je sais clairement que si il n'y avait pas eu Ankama pour faire ce projet, si ça n'avait pas été financé entièrement par Ankama, il n'y aurait jamais eu ce film tel qu'il existe. Ça, c'est une certitude. Donc là, le film, il sort dans combien de… Tu le sais déjà? Il y a combien de salles? Alors, on m'a dit entre 110 et 130, ce qui est déjà un exploit. Ouais, donc là, en l'occurrence, on a fait exprès, hein, on a fait un peu le push pour avoir Run ici, pour pouvoir vous en parler. On a fait le Facebook Live pour que d'emblée, il puisse y avoir un petit peu, à notre mesure, hein, on ne te promet rien, hein, mais que… Parce qu'en l'occurrence, il y a un sens derrière, y compris artistique, hein, dans les choix qui ont été faits et dans l'histoire, du coup, à pouvoir éventuellement, si vous en avez envie, découvrir Moutafoukaz dans sa version dessin animé. Et donc, comme tu l'as dit toi-même, hein, dans cette version par toi, retravaillée, dans cette interprétation pour l'écran, dans cette relecture de Moutafoukaz. Donc, tu dis 130 et quelques. Vous pourrez même. C'est comme, faut dire, le cinéma, c'est comme la bande dessinée. Hein, c'est-à-dire que c'est les premières semaines qui font l'existence de l'œuvre ou du produit, comme tu veux. Sûr. En tout cas, voilà. Si les mecs se disent, ouais, j'attends la semaine prochaine pour y aller, c'est foutu. Voilà. Parce que les exploitants de salles, s'ils se retrouvent pendant une semaine avec une salle vide, ils se disent, ok, il n'y a personne. Suivant. Oui, surtout qu'en face, tu as Solo, tu as des Deadpool 2, tu as des machins. Les mecs, ils préfèrent mettre 2 salles sur Deadpool 2 que laisser une salle vide. C'est rigolo parce que ce que tu es en train de dire, ça rejoint un peu aussi le propos de Moutafoukaz sur la confrontation entre ce qui pourrait et puis parfois la réalité bassement terre à terre qui fait qu'à un moment tu as envie de dire mais pourquoi est-ce que je suis en train de protéger ces bouseux? C'est pas tout à fait comme ça que c'est dit dans le bouquin, hein, j'espère que… Mais après tu vois c'est normal, je veux dire c'est un business. Les mecs, ils ont leur salle de cinéma, il faut qu'ils rentrent du cash tout simplement pour faire vivre le cinéma. Donc tout ça, si tu veux, c'est très logique. Malgré tout, quand tu es confronté à ce truc-là, on aimerait bien que ça marche. Tu as juste envie de dire aux gens, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, venez voir semaine 1. Venez y aller. En plus c'est con, mais ça peut permettre aussi d'ouvrir une brèche, une voie dans le cinéma français. Si jamais les gens viennent, parce que moi on m'a toujours dit, il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public, on ne sait pas, on ne connaît pas l'angle, on ne sait pas qui est-ce qui va venir, on ne sait pas qui ça s'adresse. J'ai envie de dire, les mecs, ouvrez vos yeux, on est en 2018, on sait très bien à qui ça s'adresse, mais ils n'y croient pas les mecs. Quand je dis les mecs, c'est les décideurs en général. Donc si les gens se déplacent en masse, je veux dire, peut-être pas le day one, mais en tout cas le deuxième jour, le troisième jour, en tout cas la première semaine, ça peut clairement envoyer un signal fort en disant à ces décideurs, regardez les mecs. Vous voyez, il y a un public. Et ce n'est pas un public en plus qui va casser les chaises et qui va faire. C'est un public cool. C'est un public de jeunes, c'est un public même de trentenaires, même de quarantenaires. Oui, merci. Concerné, c'est ce que je confie. Merci. J'ai le même âge. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire et alors, vous pourrez croiser la camionnette du glacier, hein, parce que du coup, les Bricole Boys, c'est pareil, ça sera dans le reportage sur Ankama. Il y a un studio Bricole Boys là-bas, ils ont bricolé. Ils ont bossé de ouf. Ah, ils ont bossé de ouf, ils ont fait la camionnette du glacier. Il y aurait même, à ce qui paraît, quelques glaces possibles à déguster. Donc, vérifiez des fois que le glacier de Moutafoukaz soit par chez vous. Il y a des produits promotionnels, on a vu passer des boîtes à pizza de ouf avec Blad T-shirt & Co à l'intérieur. Bref.
Tout ça appartient maintenant non seulement aux lecteurs, mais à ceux qui peut-être ont découvert Moutafoukaz, y compris par cette petite vidéo. Le réservé aux fans, là, le crado collector, il se trouve encore? Il était dans l'édition collector du tome 5. Donc dans celui-là. Attendez, exactement. Paf. Il est dans celui-là, d'où le coffret, Klinglong. Ouais. Et il y avait forcément tout ou c'était aléatoire? Non, t'avais tout. Non, j'ai pas poussé le vice à faire aléatoire. À un moment donné, j'y ai pensé, je me suis dit… J'étais en train de me dire, oh le salaud, Ron, il les a tous, lui, le bouquin, il est complet. Non, d'accord, ok. Ça m'a traversé l'esprit. J'aurais voulu que les gens s'échangent des trucs, mais je me suis dit, attends. Ça va être très, très, très frustrant. Surtout si les mecs se retrouvent avec 4 fois les mêmes paquets. Tu vois. C'est toi qui as fait les illustrations? Non, justement, j'en ai fait quelques-unes et j'ai invité des mecs que je trouve talentueux à participer. Il y a Monsieur Kern qui en a fait beaucoup, j'adore vraiment son style. T'as collecté les crados quand tu étais plus jeune? Bah ouais, mais attends, un truc de malade. Et ok, donc dans le tome 5, il se trouve encore, tu crois? Pour ceux qui fans de fans? Peut-être. Ouais, possiblement. Possible. Ok. Dernière petite question. Là, je reviens comme d'habitude, en tout cas dans les strip tracks qu'on fait avec Christophe, sur le côté trick track. Tes joueurs jeux vidéo. Jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de société, jeux vidéo, ça va très bien. Alors, Florent Maudou, c'est Florent Maudou avec qui je bosse sur le label 619, qui fait Freaks, Quill et Funérailles. Il me tanne tout le temps pour que je joue. T'as le droit de dire, il te saoule. Tu peux lui adresser ça. Tu le saoules. C'est la caméra là. Non, c'est celle-là. Florent, tu me saoules pas. C'est juste, je sais pas jouer, mec. Tu le sais très bien. Tu vois, et j'essaye de comprendre les règles et je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Ça zappe. C'est pas encore à ce niveau-là. J'ai pas encore intégré. D'accord, pas de souci. Mais en l'occurrence, du coup, la question, est-ce que tu le refuserais ou pas, ou est-ce que ça t'intéresserait? L'univers, puisque tu dis que tu le possèdes et que, bien évidemment que tu le possèdes, mais qu'il y en a, on va dire 33, 40, allez 40% qui sont pour l'instant disponibles, ça veut dire qu'il y a encore des trucs un petit peu à tiroir et forcément, moi, en joueur de jeu de rôle, j'ai envie de dire, d'ailleurs, tu parlais de Freak et Freaksliz, ils en ont fait, il y a le jeu de rôle. Oui, il pourrait peut-être y avoir dans l'ambiance Moutafoukaz du jeu de société, jeu de rôle. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que… Après, comme c'est pas ma culture, c'est pas moi qui vais… C'est pas forcément… D'accord. C'est un scénariste, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Puis mais pourquoi pas? Ah oui, mais carrément. Mais d'ailleurs, il y avait une proposition qui avait été faite en Kama à une époque, qui n'a pas abouti. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Après, je désespère pas. Ouais. Du Moutafoukaz en jeu. Si c'est le cas, je joue Lino de base. Forcément. Enfin, tu me diras forcément, non, on se connaît pas encore beaucoup. Mais en loser, je me suis bien identifié, moi. Moi, je jouerai la section Z7, comme ça, je te mettrai ta race. Voilà. Elle s'est quand même déjà pas mal fait défoncer. Ouais, c'est vrai. Hein, donc, je voudrais pas dire, je pars un petit peu gagnant là-dessus. Mesdames et messieurs, c'était Moutafoukaz. Et en plus, je l'ai bien dit. Tu disais hors antenne qu'on te les a tous fait. J'ai eu, alors… Moutarde Fugace. Moutarde, je l'ai pas. Moutarde Fugace, non, tu l'as pas eu, d'accord. Une fois, je suis arrivé au festival à Rennes et c'était écrit en gros sur l'écran de ouf, super géant, Moutafoukaz. J'ai eu Moutafoukaz, j'ai eu Metafouzak, j'ai eu plein de trucs, donc… Metakauzak. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas lui du tout, c'est pas du tout le même niveau. Tu peux y aller, je suis décomplexé par rapport au titre. Métaflicaz. Tu vois, même moi je m'en amuse parce que j'ai fait Métaflucaz. Métaflucaz. Et ça vient d'où le Moutafoukaz? Alors, tu veux savoir vraiment? Oui. Si t'as le droit. Pourquoi ce titre? Ouais, on finit par ça, on est crétin quand même. Mais… C'est une insulte aux États-Unis. C'est l'insulte la plus commune aux États-Unis. Mais détournée à la mode un peu chicano. D'accord. Voilà. Au pluriel. D'accord, donc toi tu l'as. Tout à l'heure on a parlé un peu, Moutafoukaz. C'est ça. En fait, dans l'histoire. Le motherfucker. Voilà. En fait, dans l'histoire, c'est tous des motherfuckers. Voilà, mesdames et messieurs, amis lecteurs, amis lectrices de jeux, d'univers, de messages un petit peu, de réflexions. En tout cas, il y a tout ça. Là, c'est l'intégrale dans Moutafoukaz. C'est de Run. C'est chez… J'allais dire Ankama. Ankama, c'est une collection. Vous savez tout ou presque, on a disserté en long, en large et en travers. J'espère, Ron, que ça te convient. Tu voulais le mot de la fin, tu voulais rajouter autre chose? C'est très bien, non? Non, écoute, merci d'être venu.
Merci, on va en faire d'autres. Il y en aura d'autres, peut-être dans la Trick Track Télé, peut-être là directement en live avec vous. Merci à Germain, merci à Florian, que je n'oublie pas. Merci du coup aussi, en Kama Label 619, on va redisserter un petit peu de tout ça dans d'autres émissions. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à découvrir, partager l'univers si ça vous plaît. Attention, c'est peut-être pas pour tous les yeux. On ne dit pas forcément que ça vous plaira, on est d'accord. Ouais. Ça peut être clivant, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, ça a été un plaisir de te recevoir et de disserter autour de tout ça. Merci à vous et n'oubliez pas, Moutafoukaz.